Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Au hasard, Dominique? Je ne peux pas trop te dire. Ok, donc on a parlé. Qui veut nous dire de quoi on a parlé? On a parlé des exclusions. Oui, bravo. Excellent. Ouais. Les exclusions. Ouais. Conscience qui s'engage par exclusion et les consciences qui s'engagent de manière collective, oui, ou de manière positive, etc. Ah oui, on avait parlé de choses assez croustillantes. Ouais. On avait parlé de une même substance en termes de localisation simultanée, en termes de localisation, de temporalité et de nature. On avait parlé de ça. Et on avait parlé des exclusions. Alors, c'est un petit peu plus difficile, les exclusions, surtout pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de débattre. Ouais, c'est pour ça que les débats, ça sert à ça. Les débats, c'est pas pour se faire des nœuds au cerveau. Les débats, c'est vraiment pour comprendre ces thèmes très importants de la psychologie bouddhiste, du lamrim, des tantras, etc., etc. Ouais, ouais, ça va? Vous m'entendez bien? Ouais. Très Ok. bien. Il y a un son qui vient de chez Philippe qui est assez fort. Ah, Ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est un petit grésillement. Là, c'est bien là. Ouais, là, c'est mieux. Ok, super. Très bien. Et donc, on va essayer de continuer, on va essayer de terminer cette introduction et de rentrer dans le vif du sujet avec le commentaire de la Rinpoche. Très bien. Et donc, l'esprit et les facteurs mentaux. Ouais. Donc, ici, il y a marqué fonction cognitive, mais l'esprit lui-même a des fonctions. Ah, la fonction d'être est définie comme étant quoi d'ailleurs? L'esprit, la conscience, c'est défini comme étant quoi? Clair et cognitif. Clair et cognitif, exactement. Donc, clair, c'est son entité, cognitif, c'est sa fonction. Donc, l'esprit principal, la conscience principale, a aussi une fonction, ou même plusieurs fonctions. Donc, c'est pourquoi c'est difficile de dire fonction cognitive. Ça voudrait dire que les consciences principales n'auraient pas de fonction. Donc, ça fait un peu bizarre. C'est pour ça que moi, je préfère facteur mental, facteurs mentaux. Ouais, mais c'est pas très grave. Ok. Donc cette division double décrit les différentes fonctions de la cognition. L'esprit est ici synonyme d'esprit principal dans le sens de ce qui connaît la simple entité de l'objet appréhendé. Ouais, dans les différents textes sur l'épistémologie, ils disent ça, ils disent que la conscience appréhende l'objet en général et les facteurs mentaux permettent d'appréhender les détails, ouais, les différents détails de l'objet en question. Donc c'est pour ça qu'il y a cette division bipartite aussi. Donc, l'esprit est accompagné de facteurs mentaux qui appréhendent pour leur part les divers aspects du même objet, affectant la façon dont l'esprit appréhende ces objets. Ouais, l'esprit et les facteurs mentaux ont 5 points en commun, on peut dire 5 similitudes ou 5 similarités, ou encore on dit 5 concomitances. Oui. Ouais, donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut dire. Donc les similitudes. Ok, donc dans la parenthèse, il y a marqué Samprayukta. Ok, en sanskrit c'est bien, mais en tibétain c'est pas Tsumparikchik en tibétain, pas du tout. Ouais, en tibétain c'est Tsumbar Demba. Ouais. Et d'ailleurs dans la version anglaise de Elisabeth Napper, elle met bien en effet Tsumbar Demba. Donc là, dans la traduction française, ils se sont trompés, ils ont mis Tsumparikchik, ce qui veut dire complètement autre chose. Ouais. Excuse-moi, Donc- c'était quelle page déjà? ah pardon, oui, c'est page 62. Ah, ok. Excusez-moi. Page 62. Oui, parce que la dernière fois, on est arrivé à la 60 et on n'avait pas tout lu. Oui, Si? oui. Ouais, on avait lu, ouais. Non? On Ben, avait lu, on avait lu. On Si. est- Ouais? Si, Ah, on avait lu. Oui, très bien, oui, oui. très bien, très bien. Ok, on avait survolé, on va dire. Ok, très bien. Et donc là, dans les facteurs mentaux, on a en effet 5 similitudes. Ouais, très Oui. bien. Et donc ici, alors bien sûr, il y a plusieurs groupes de 5 similitudes en fonction de l'Abhidharma Kosha ou de l'Abhidharma Samuccaya. Ouais. Bien sûr. Ici, je crois que c'est l'Abhidharma Kosha qui s'est mentionné. Oui, c'est tout à fait. C'est l'Abhidharma Kosha d'Acharya Vasubandhu. Donc c'est du point de vue surtout Vaibhashika. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Et donc, ils sont produits en dépendance du même support. Ça veut dire que la conscience principale et les facteurs mentaux qui l'accompagnent sont produits en dépendance de la même faculté, le même support. Ouais. Ok. Si la faculté visuelle est la condition dominante non commune de l'esprit principal, elle l'est aussi pour les facteurs mentaux. Ça veut dire que si on a un facteur mental qui accompagne une conscience visuelle,
ce facteur mental est nécessairement né en dépendance de la faculté visuelle aussi. D'accord. Exactement comme la conscience visuelle aussi. Ouais, il y a pas de choses très complexes là. Ouais, si? Ouais, Sabine? J'ai une petite question. Quand on parle de conscience principale, ça regroupe toutes les consciences, c'est-à-dire visuelles, toutes les sensorielles, plus la mentale. C'est ça, la conscience Exactement. principale? C'est tout à fait ça. Ouais. Merci. Les consciences principales sont au nombre de 6 dans l'immense majorité des cas des écoles philosophiques. Oui, exactement. Donc 5 consciences sensorielles et une conscience mentale. Et juste une subdivision des Chittamatra qui acceptent 8 consciences. Ouais, soit c'est le Chittamatra qui suit les Écritures à la suite d'Arya Sangha, soit c'est le Chittamatra qui est tenant de l'aspect vrai. Ouais, donc c'est deux subdivisions un peu très différentes d'ailleurs du Chittamatra. Donc deux sous-écoles très différentes du Chittamatra qui acceptent, ce sont les deux seuls à accepter 8 types de conscience principales, mais toutes les autres écoles philosophiques bouddhistes acceptent uniquement 6 consciences. Ouais, très bien. Ok, très bien. Et donc la conscience principale et ses facteurs mentaux observent le même objet. Ouais, une conscience visuelle qui appréhende une table, la sensation associée à cette conscience visuelle va appréhender cette table. Ouais, ça joue? Ok. Mhm. Ensuite, ils sont générés selon le même aspect. Si la conscience visuelle est générée comme ayant l'aspect du bleu, les facteurs mentaux qui l'accompagnent le sont aussi. Donc ici, l'aspect, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que si on prend le texte philosophique, le texte sur les écoles philosophiques de Jepong Gomang, que commente régulièrement d'ailleurs Vénérable Geshe Damdul, c'est le Jupta Rinchen Chanwa, c'est la guirlande de joyaux des écoles philosophiques. Ouais. Et donc, lui, il dit clairement, enfin, l'auteur, Kuncho Jimmy Wangpo, Kuncho Wangpo, dit clairement que pour le Vaibhashika, il n'y a pas d'aspect. Ouais, il le dit littéralement, il dit qu'il n'y a pas d'autocognition chez les Vaibhashika. Pourquoi? Parce que les Vaibhashika considèrent que la perception directe est sans aspect. Ouais. Wambe shebe yul namme Jenshar du Sheshin. Exactement. Donc ça veut dire que l'objet apparaît à la conscience sans l'intermédiaire d'un aspect pour les Vaibhashika. Et donc, ça veut dire que les Vaibhashika sont les seuls d'ailleurs à accepter qu'il n'y a pas d'aspect entre l'objet et la conscience. L'objet ne projette pas d'aspect à la conscience contacte directement l'objet sans l'intermédiaire de l'aspect. Donc, ici, quand on parle d'une concomitance qui renvoie à l'aspect, c'est pas la même chose que l'aspect qui est décrit généralement pour parler de l'autocognition. C'est pas la même chose, ouais. Parce que justement, ici, l'Abhidharma Kosha est du point de vue Vaibhashika. Et du point de vue Vaibhashika, il n'y a pas d'aspect. Donc ici, l'aspect, ça a un autre sens. Ouais. Il y a plusieurs sens d'ailleurs. Aspect, ça peut vouloir dire phénomène aussi. Ouais, quand on dit Sarvakara Jnana, la sagesse qui connaît tous les aspects, ça veut dire la sagesse omnisciente, la sagesse qui connaît tous les phénomènes. Ouais. Et dans l'Abhidharma, dans l'Abhisamaya Alamkara, les aspects, ce sont des aspects spécifiques, ce sont des points du Dharma, et ce sont les réalisations par rapport à ces points du Dharma. Donc il y a vraiment des sens très différents par rapport à l'aspect. Ouais. Donc là, l'aspect, ça veut dire tout simplement que si la conscience appréhende du bleu, eh ben, la sensation ou n'importe quel autre facteur mental associé à cette conscience va aussi appréhender du bleu, nécessairement. Donc ça renvoie d'une certaine manière à l'objet. C'est pas l'objet, mais c'est comment est-ce que la conscience appréhende son objet. Ouais. Ok. Et donc, c'est plus facile pour les écoles mahayanistes, par exemple, dans l'Abhidharma Samutthaya, comme on accepte l'aspect, on pourra dire, bah, l'aspect, c'est l'aspect tel qu'il est décrit dans l'épistémologie habituellement, etc. Mais là, pour le Vaibhashika, ça pose question. Ouais. Ok. Donc là, c'est juste des petits détails, hein. Si ça ne vous parle pas pour l'instant, on en reparlera, on aura largement le temps d'en reparler par la suite de ce que veut dire l'aspect. Et donc ensuite, ils surviennent dans le même moment. Quand l'un est produit, les autres aussi. Ça veut dire quand vous avez une conscience visuelle appréhendant une table, vous avez nécessairement ces facteurs mentaux qui sont en train d'appréhender une table, qui sont produits en même temps. Oui, ils sont simultanés. Simultanément. Ouais. Mm. Bien, excellent. Et ensuite, ils ont la même substance. Donc ici, la même substance, ça pose question aussi, parce que pour les Vaibhashika,
si c'est un phénomène, c'est nécessairement une substance différente de n'importe quel autre phénomène. C'est-à-dire que pour les Vaibhashika, une conscience principale et les facteurs mentaux qui lui sont associés sont des substances différentes. Ouais. Donc ici, quand on dit ils ont une même substance, c'est pas le même sens que ce qu'on avait vu précédemment quand on dit une même substance. Ouais, vous avez déjà, ça vous parle? Qu'est-ce que ça veut dire être une même substance pour deux phénomènes? C'est deux phénomènes impermanents qui apparaissent simultanément à une conscience directe, à une perception directe. Voilà, mais c'est pas tout à fait ça parce que, par exemple, moi j'ai la table en face de moi et ma tasse. Oui, Et donc, sans pouvoir les séparer. Sans pouvoir... voilà, exactement. Parce que ma tasse et la table apparaissent simultanément en perception visuelle, mais elles sont deux substances différentes. Ouais. Donc, en effet, la table et sa couleur sont une même substance parce que la perception directe ne peut pas les distinguer. Ouais, c'est ça que ça veut dire une même substance. Très bien. OK. Mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas la même chose dans la cinquième concomitance. Par exemple, si vous regardez, comment ça s'appelle? Freedom through correct knowing, c'est cette magnifique traduction de passage clé du traité de Khedujit. Ça résonne? Oula, Ouais, ça résonne. Ça résonne chez Pascal. Bah, je sais pas, ça clignote là, je sais pas ce qui se passe. Ouais, ça résonne Bon, fort. je ferme le son. Désolé, hein. Là c'est mieux. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, ce sont des passages clés du commentaire de Keduje sur le Pramana de Acharya Dharmakirti. Et donc, justement, à la fin, Geshe-Namdak, enfin les traducteurs, ont expliqué un petit peu ce que voulaient dire les concomitances. Et donc là, ils disent une substance similaire, c'est lorsqu'une conscience principale peut avoir seulement un type de facteur mental dans son entourage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une sensation agréable et une sensation désagréable en même temps, par rapport au même objet, dans la même conscience. Ouais, ça veut dire que soit donc vous regardez une table, vous la trouvez jolie, etc., etc. Donc vous avez une sensation plaisante. Vous ne pouvez pas avoir en même temps une sensation déplaisante au regard du même objet. Ouais, c'est ça que ça veut dire une même substance. Ça veut pas, c'est pas la même chose qu'une même substance comme on l'a décrit précédemment. Ouais. Est-ce que ça vous parle? ah ouais, mais c'est bizarre. C'est bizarre comment ça? Non, mais oui, c'est bizarre qu'ils utilisent les mêmes termes pour dire des choses différentes. Ils vont dire en fait que c'est une même similitude de substance. Alors là, dans la traduction, ils ont mis une entité substantielle, mais il vaudrait mieux éviter de dire ça. Il vaudrait mieux dire une similitude de substance, ouais, parce que ça fait partie des 5 similitudes. Ce n'est pas une même substance. Donc il faudrait corriger là, et comme tu le dis, il ne faudrait pas employer le même terme. Ouais, ok. Parce que justement, en plus, pour les Vaibhashika, la conscience et ses facteurs mentaux sont des substances différentes. Ouais, mais ils ont une similitude de substance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une conscience principale ne peut pas avoir deux types de sensations discordantes en même temps. Soit on a une sensation plaisante, soit on a une sensation déplaisante. On n'aura pas plaisant et déplaisant en même temps. Ouais. Ça peut se succéder d'une manière très rapide, en effet, hein, mais ça ne peut pas être simultané. Et ça concerne uniquement la sensation. Non, je prends la sensation comme exemple, mais ça concerne n'importe quel facteur mental. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, par exemple, dans une conscience mentale, on ne peut pas avoir un facteur mental vertueux et un facteur mental non vertueux en même temps. D'accord. Ouais, ça, c'est pas possible. Mais on peut avoir un facteur mental vertueux et un facteur mental neutre, Oui, à oui. la rigueur, pourquoi pas. Ouais, par exemple, on peut avoir un facteur mental vertueux tel que, qu'est-ce qu'il y a dans les facteurs mentaux vertueux? Il y a par exemple la non-violence, par exemple, ou la compassion. Elle peut être associée à la saisie du soi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir un moment de compassion, mais il peut y avoir quand même la vue du destructible, il peut y avoir la saisie du soi. Ouais. Donc ça, c'est bien sûr du point de vue des écoles plus basiques. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Et donc, après, il y a les différentes classes de facteurs mentaux. Ouais. Il y a des facteurs mentaux omniprésents, des facteurs mentaux déterminatifs, des facteurs mentaux vertueux, des afflictions racines, afflictions secondaires et facteurs mentaux variables. Ouais. Ok. Et donc ici, comme c'est pas tout à fait les mêmes termes que ceux qu'on emploie habituellement à la FPMT et ailleurs, je préfère ne pas trop parler des facteurs mentaux parce que ça risque de
vous mélangez un petit peu les, les, euh, Les pédales. les pédales, exactement. Il y a un truc qu'on pourrait rajouter simplement par rapport aux facteurs mentaux qui sont salutaires ou vertueux. On pourrait dire la conscience morale, on pourrait dire l'intégrité. Ouais. Par exemple, c'est la vénérable Thupten Chodron que vous connaissez, qui est aux États-Unis, qui a écrit pas mal de livres avec sa sainteté Dalai Lama. Et c'est une très bonne traductrice, elle est vraiment exceptionnelle. Et une fois, elle a donné un cours sur le Vinaya et elle a dit que parce que souvent c'est traduit par la honte, ce facteur mental. Ici, je sais pas, en tout cas, c'est souvent traduit par la honte, mais en fait, c'est très, très mal choisi comme terme. Et elle préfère parler d'intégrité. Et ça, c'est magnifique. Donc, la conscience morale, c'est bien aussi. C'est un petit peu peut-être vieillot, je ne sais pas. Et ensuite, la considération éthique, c'est la décence. Ouais. Donc, là, donc ça, c'est page 64. Donc, Oui. vous avez la conscience morale, on peut dire l'intégrité, donc la considération pour soi-même. Et celui qui vient juste après, c'est la considération pour autrui. Ça veut dire si je fais quelque chose de mal, eh ben, ça va gêner les autres, etc. Ouais, donc on pourrait parler de décence. Ouais. Donc, ça, surtout ces deux facteurs mentaux là sont très difficiles à traduire et je trouve que la Vénérable Thupten Chodron a eu un trait de génie en parlant d'intégrité. Je trouve ça super. Donc ça, c'est juste un petit détail. Et puis après avoir parlé des facteurs mentaux, donc à la page 66, le facteur mental 18, l'oubli, il y a un E en trop, ouais. Oui. Ok. Et donc après, pour le sanskrit et le tibétain, bien sûr, je rajouterai les signes diacritiques sur sur le Word, etc. Ok. Et donc on peut passer aux commentaires de la télébotier, ouais. Ok. Création notre joie. Et donc là, il y a une mise en exergue. Ok, donc par rapport au titre, déjà, le titre, moi je l'ai changé en français, j'ai mis, au lieu de parler de l'intelligence renouvelée, en tibétain c'est lo sar. Lo, c'est la compréhension ou l'intelligence, et sar, sarpa, ça veut dire nouvelle. Ouais. Donc c'est une compréhension naissante, ouais, on peut dire. Ça veut dire que bah, on est débutant, on commence à chercher à comprendre les choses. Ouais, donc lo sar en tibétain, ce serait plutôt une compréhension naissante ou une compréhension nouvelle, ouais, plutôt qu'une intelligence renouvelée. Là, ça ne veut pas dire grand-chose par rapport au titre. Donc, c'est juste ça que je voulais mentionner. D'accord. Ouais. Et ensuite, dans la mise en exergue, page 70, donc si nous voulons comprendre ces choses que nous sommes naturellement incapables de percevoir directement, nous devons bien nous appuyer sur la pensée, puisqu'elle fournit à l'esprit le moyen éventuel de progresser jusqu'à la perception directe. C'est pourquoi la pensée, comme moyen d'accès au but, est reconnue et valorisée dans ce système, même si la nécessité de la transcender par la perception directe est incontournable. Donc c'est juste une mise en exergue de ce qui avait été dit quelque part dans l'introduction, je crois. Ouais. Ok. Très bien. Et donc ensuite, on passe au commentaire de la Tilimpoche. Là, c'est lui qui parle. Ok, page 71. Donc la cognition. Les jeunes enfants sont tout d'abord incapables de distinguer le bien du mal, ce qui est favorable de ce qui est défavorable. Devenant graduellement capables de penser, ils peuvent alors parvenir à une compréhension générale de ces choses. Une telle compréhension est appelée conscience ou connaissance. Ouais, très bien. Et donc, ils continuent ensuite à apprendre avec de plus en plus de subtilité ce qui aide et ce qui nuit, ce qui vaut la peine d'être entrepris et d'être évité. Et cela aussi est conscience. C'est ainsi qu'il est utile de bien comprendre la présentation de logique. Elle est une explication de ce qui est en accord ou non avec les faits, de ce qui est avéré ou non avéré, ou de ce qui est valide ou non valide. Ouais. Parce que dans le Lamrim, c'est un peu comme ça. Pourquoi est-ce qu'on étudie le Lamrim? Pourquoi est-ce qu'on étudie, quelle que soit l'école dans laquelle il est expliqué? Ouais, par exemple, dans la tradition Nyingma, c'est surtout le chemin de la grande perfection, le Konsan Lame Shelong. Dans la tradition Kagyupa, c'est le Dakpotargen, c'est le précieux ornement de la libération. Dans la tradition Sakyapa, c'est le cœur des trois voies, ou c'est le Lamje, par exemple. Et dans la tradition Gelug, il y a l'Amrim Chenmo, etc., etc. Ouais, donc, toutes ces traditions du Lamrim nous aident à nous débarrasser de cognitions fausses.
Ouais, donc au début, on a des cognitions fausses. Au début, on prend pour argent comptant ce qui nous apparaît à nos consciences directes, mais nos consciences directes sont extrêmement limitées. Ouais, nos consciences directes, nos perceptions directes ne perçoivent pas les renaissances, la plupart du temps. Ouais. Nos perceptions directes ne réalisent pas la précieuse extension humaine, le samsara, les quatre nobles vérités, le karma, les six perfections, l'éveil, le nirvana, etc. Ouais. Et donc, on a nécessairement des surimpositions par rapport à ça. Ouais, on ne connaît pas ces points-là. Donc, on doit remplacer ces cognitions fausses par une cognition valide. Mais ça prend du temps. Ouais, au début, on passe par un doute, se dire, tiens, peut-être que ce que je prenais pour argent comptant n'est pas la réalité. Ouais, et donc ensuite, on va se dire, bah, il y a certainement les renaissances. Ouais, il y a certainement le karma, il y a certainement les quatre nobles vérités, les trois joyaux, etc., etc. Donc ça, c'est une supposition correcte. Et ensuite, on essaie, dans le meilleur des cas, de générer une inférence. Ouais, et pour arriver un jour, peut-être, j'espère, à une perception directe. Ouais, donc c'est comme ça qu'on essaie de faire. C'est pourquoi on étudie l'auric pour savoir dans quel état on erre, dans quelle étagère. Ok. Et donc, généralement, de telles présentations abordent de très nombreux sujets d'étude, mais ici, il s'agira des plus importants. Cette explication est une synthèse de tous ces points importants. Elle ouvre l'œil d'une nouvelle compréhension. Ouais, parce qu'elle ouvre l'œil de la sagesse dans notre propre continuum, cette sagesse qui comprend correctement, la conscience qui distingue avec justesse ce qui est bon de ce qui est mauvais. Lorsque nous avons de bons yeux, nous pouvons savoir où il est salutaire d'aller et de ne pas aller. De la même façon, la sagesse ou la conscience peut distinguer le bon chemin du mauvais. Enfin, cette intelligence est dite nouvelle, pas renouvelée, mais nouvelle, parce que nous n'avons pas su l'identifier proprement dans le passé. Ouais. Ok. Et donc ici, il y a une note qui dit qu'on peut prendre ça comme une allusion aux vies passées, pourquoi pas. Ok. Et donc là, ça, c'est le texte de Geshe Jampel Sampel que moi, je retraduirai dans le Word qu'on a à partir du tibétain. Ouais, directement. J'ai eu la chance de trouver le texte tibétain parce que sur Internet, sur TBRC, on trouve beaucoup de textes tibétains, mais beaucoup sont illisibles. C'est vraiment des pechas à l'ancienne, etc. Alors que là, maintenant, on trouve des super bouquins où il y a vraiment tout est écrit, c'est du sucre d'orge. Ok, donc c'est facile à lire. Et donc, c'est pas nécessairement facile à comprendre, mais c'est facile à lire. Et donc, on a l'hommage m'inclinant devant le glorieux Losanjapa, donc c'est la Matsonkapa, émanation de Manju Gosha, donc c'est Arya Manjushri, une des épithètes d'Arya Manjushri, trésor de sagesse. Je développe cette présentation de la conscience, donc de l'auric, conscience et connaissance, c'est l'auric, synthèse de tous les points importants, afin d'accroître la clarté de la sagesse, on peut dire, de ceux dont l'intelligence est obscurcie. Ouais, ok. Donc ça, c'est l'hommage. Comme souvent, il y a souvent l'hommage pour essayer de développer des mérites suffisants pour terminer la composition du texte. Et ensuite, il y a justement, je vais expliquer ceci, cela. Donc, il y a toujours la promesse de composer le texte, etc. Donc, le commentaire de Lati Rinpoche, Manju Goshe est apparu sous la forme de Losanjapa ou Lama Tsongkhapa, ouais, afin que les enseignements puissent être bénéfiques au plus grand nombre. Donc, par exemple, sa sainteté Dalai Lama dit que c'est pas du jeu. Enfin, il le dit pas comme ça. Il dit, si on pense que Lama Tsongkhapa était Arya Manjushri dès le départ, eh ben, tout ce qu'il a fait, en fait, bah, c'est pas du jeu. Comment est-ce que nous, on pourrait arriver à faire la même chose que Arya Manjushri? Ouais. Bon, on pourrait se dire, Arya Manjushri n'était pas Arya Manjushri dès le départ. Lui aussi a progressé sur les voies, etc., pour devenir soit un bodhisattva du point de vue des sutras, soit un Bouddha pleinement éveillé du point de vue des tantras. Ouais. Donc, mais sa sainteté dit qu'il préfère voir Lama Tsongkhapa comme ayant été un être humain comme nous à sa naissance et qui a progressé sur les voies. Ça nous encourage, nous, à se dire, bah, si c'était un être humain comme nous, s'il l'a fait, nous, on peut le faire aussi. Ouais, donc c'est plus facile d'envisager ça. Après, c'est juste un point comme ça. Ok. Et donc ensuite, il a largement répandu l'enseignement du Bouddha Shakyamuni et a rectifié sa propagation. Pour ces raisons, l'auteur commence son texte avec cet hommage. En fait, avant Lama Tsongkhapa, déjà, Lama Atisha avait déjà essayé hum, comment dire, de rectifier certains points de vue. C'est-à-dire que du temps de ses grands maîtres à l'époque, on considérait que soit on pratiquait le Vinaya,
soit on pratiquait les tantras, par exemple. Ouais. Et donc, si on pratiquait les tantras, on ne devait pas pratiquer le vinaya. Donc, on ne devait pas maintenir le code monastique, etc. Il y a eu des vues comme ça. Et donc, quand Lama Atisha est arrivé au Tibet, il a discuté avec des grands érudits tibétains. Et donc, il s'est posé la question, et donc, je crois que c'était l'un de ses traducteurs, d'ailleurs, Ngok Sherap, avec qui il discutait. Et donc, à chaque fois, les réponses qui lui étaient données étaient vraiment parfaites. Et Lama Atisha s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir au Tibet? Ça sert à rien, vous avez déjà des grands érudits, des grands enseignants, etc. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir là? Et à un moment donné, dans la discussion, justement, la question a tourné autour de est-ce qu'on pratique le véhicule fondamental avec le Vinaya, etc., le code éthique, ou est-ce qu'on pratique les tantras? Et donc, c'était soit l'un, soit l'autre. Et là, Atisha a dit, OK, maintenant j'ai compris pourquoi on m'a fait venir. Et donc, c'est là qu'il a composé le Bodhipata Pradipa, ouais, la lampe de la voie vers l'éveil, qui a servi de base au Lamrim. Ouais. Et donc, c'est lui le premier, on pourrait dire, le premier auteur du Lamrim au Tibet, en tout cas. Et donc, c'est là où il explique justement cette harmonie splendide qu'il peut y avoir entre le véhicule fondamental et les tantras en particulier. Ouais, chez les Tibétains, on dit souvent ça. On dit extérieurement, on pratique le véhicule fondamental avec le code éthique, le Vinaya, etc. Intérieurement, on pratique le Mahayana des sutras et secrètement, on pratique les tantras. Ouais, donc c'est extrêmement harmonieux tout ça. C'est vraiment magnifique. Et c'est symbolisé par les trois robes portées par Guru Rinpoche. Ouais, elle porte trois vêtements, et donc ça symbolise exactement ça. Ouais, ok, très bien. Désolé pour les digressions. Donc, il a largement répandu l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Il a fait des synthèses, en fait. C'est pas vraiment un réformateur, Lama Tsongkhapa. Il a surtout synthétisé ce qui existait avant lui. Ouais, ça veut dire que, par exemple, dans la tradition Gelugpa, on a mis à l'honneur Sri Guhyasamaja, ouais, par exemple, ou Sri Kalachakra, etc., ou Sri Vajrabhairava, etc. Et donc, ce ne sont pas les Gelugpa qui ont inventé ces tantras. Ça a été préservé par les grands maîtres Kagyupa. Ouais, par exemple, dans la lignée des maîtres de Guhya Samaja, on rend hommage à Tilopa, Naropa, etc. Donc, à ce titre-là, les Gelugpa sont autant Kagyupa que les Kagyupa. C'est magnifique, ça. Ok, très bien. Très bien, c'est peut-être parce que j'ai envie d'aller rejoindre le centre Bodhicharya dans les Vosges, parce que le climat est bien meilleur. Désolé. Et donc, Lama Tsongkhapa n'a fait que synthétiser ces enseignements qui existaient avant lui. Ouais, par exemple, Yamantaka a été préservé par la tradition Nyingma avant d'être mis à l'honneur chez les Gelugpa, par exemple. Ok, donc ça, c'est juste des points de détail, mais qui sont importants. Très bien. Ok. Et donc, pour ces raisons, l'auteur commence son texte avec cet hommage à Lama Tsongkhapa. Ok. Très bien. Et donc, les Bouddhas et les Bodhisattvas possèdent une sagesse parfaite, donc toujours page 72. Arya Manjughosha apparaissant sous l'aspect d'une déité, Yidam. Donc, littéralement, en fait, déité, c'est Lha ou Deva en sanskrit, ouais, Devata, etc. Mais on peut dire Yidam aussi. Yidam, c'est plutôt la déité d'élection. Dans ce cas-là, ce sera Ishta Devata en sanskrit, ouais, ce sera un autre terme, mais c'est pas très grave. Incarne l'ensemble de la sagesse de tous les Bouddhas et mérite ainsi le titre de trésor de sagesse. Il peut, lorsqu'il est satisfait, accorder la sagesse parfaite par un simple regard, et cela, en fait, en fait aussi un trésor de sagesse. Ok. Ouais, bon, ça voudrait pas dire qu'on doit s'abstenir d'étudier et ne faire que des pujas à Arya Manjushri, et comme ça, on sera érudit, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Ouais, ça veut dire que Arya Manjushri peut nous aider à développer la sagesse, mais on doit faire notre boulot, nous aussi, de notre côté. Ouais, c'est toujours une production dépendante. Ouais. Ok. Il est appelé Manju. Manju en sanskrit, ça veut dire agréable, doux, gentil, etc. Parce qu'il est sans aucune rugosité due aux entraves, souillées et non souillées. Donc les entraves, c'est les voiles. Ouais, les voiles. Il y a les voiles afflictifs et les voiles cognitifs. Ouais. Et donc souillé, ça veut dire associé aux afflictions. Donc il y a le voile afflictif qui est associé aux afflictions, qui est souillé, et le voile cognitif qui est un voile qui n'est pas associé aux afflictions. Ouais. Et donc il n'est pas souillé. Ok. Et Gosha
son, parole, mélodie, etc. Parce qu'il est le maître de la parole, la sienne manifestant les 60 qualités de vocalisation. Ouais, donc ça, c'est pour les Bouddhas pleinement éveillés qui ont 60 qualités de leur parole. Ouais. Il y a 112 caractéristiques de leur corps, 60 de leur parole. Il y a les 18 caractéristiques de l'esprit d'un Bouddha, etc. Les 10 forces, etc. etc. Ok. Il est aussi appelé Shri dans Manjushri. Oui, Shri, ça veut dire la noblesse ou la gloire. Parce qu'il porte la gloire d'avoir accompli les deux collections de mérite et de sagesse. S'il est apparu sous la forme humaine de Losanjangpa, c'est par le pouvoir de la grande compassion et des prières d'aspiration, et donc par son propre pouvoir, et non par celui des actions contaminées et des souillures, comme c'est le cas pour les naissances ordinaires. Donc l'hommage de l'auteur est ici triple, par le corps, la parole et l'esprit. L'hommage physique est rendu ne serait-ce qu'en levant un seul doigt. Donc quand on fait le Anjali Mudra, ça peut être juste un seul doigt, si on est un peu fatigué ou un peu feignant, ou en se prosternant, ouais, dans un état d'esprit pur. Ouais, l'état d'esprit pur, ça va être l'hommage mental. Et l'hommage verbal est pareillement n'importe quelle louange prononcée avec un esprit pur. Donc l'hommage mental est cet état d'esprit pur et respectueux lui-même. Ayant offert son hommage, l'auteur dit qu'il va composer cette présentation de la conscience et de la connaissance. Donc l'aurique, à chaque fois je mettrai l'aurique pour conscience et connaissance, c'est plus facile, c'est plus simple et c'est plus direct, qui est une synthèse de tous les points importants. Ouais, ce texte, il est vraiment super, il n'est pas trop difficile à comprendre et il permet d'avoir de bonnes bases dans l'aurique. Ouais. Ok, donc à chaque fois, il y aura définition, division, etc., etc. Très bien. Donc cette présentation de la conscience, donc de l'aurique, comporte trois parties: définition, division et le sens de chaque division. Et donc là, on entre dans le vif du sujet avec la définition d'une conscience. Ouais. Donc la conscience, moi j'ai le texte ici. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Donc ici, ils vont dire que la cognition, c'est la définition de l'entendement. En tibétain, c'est Rigpa, le Tsenyi. Donc la définition de l'eau, Buddhi en sanskrit, ça va être Rigpa ou Samvedana en sanskrit. Ouais. Donc ça veut dire que c'est la définition et c'est équivalent. Vous savez que la définition et le définiendum sont toujours équivalents. Oui, ils sont des... Oui, bravo. Mais si c'est des équivalents, c'est pas nécessairement la définition et son définiendum. Et non, parce que ceux-là, ils sont contradictoires. Non, oui, ceux-là, ils sont contradictoires. Donc, ceux-là, ils sont équivalents. En fait, ma question, est-ce que si c'est équivalent, est-ce que c'est nécessairement une définition et son définiendum? Voilà, Non, c'est ça. la réponse est non. Non. Vous êtes sûr? Oui. Oui, Ok, par exemple, qu'est-ce qui serait équivalent mais qui ne serait pas une définition et son définiendum? Ben, cause et effet, franchement. Cause mais et si, attends. effet. Cause et effet, exactement. Ouais. Cause et effet sont équivalents en général, mais cause n'est pas la définition d'effet. Et effet n'est pas, n'est pas le définiendum de cause, ou n'est pas sa définition. Ouais, On peut dire aussi impermanent et phénomène composé? exactement, tout à fait. Impermanent et composé, ça joue aussi. L'un n'est pas la définition de l'autre et Mm. inversement, mais les deux Mm. sont équivalents. Mm. Ouais, bravo, c'est super ça. Voilà, on a des experts déjà. Ouh là là, ça va être croustillant. Ok, très bien. Donc, en effet, ils vont dire Rigpa le Tsenyi. Donc, la définition de Buddhi, donc de l'entendement, l'eau en tibétain, c'est Rigpa. Donc, c'est pourquoi quand on dit l'eau Rik, c'est-à-dire qu'on prend le définiendum et la définition l'un de l'autre. Et les deux sont équivalents, l'eau Rik. Mais Geshe Dreyfus dit dans Recognizing Reality qu'à l'époque, en tibétain, il y a des chances que ce soit Rik avec un post-suffixe sa. Et dans ce cas-là, ça veut dire les catégories. Ouais, ça veut dire les catégories de l'esprit. Et personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent que de dire l'auric, parce que là, l'auric, c'est redondant. Ouais. Si on, mais Geshe Dreyfus dit que le post-suffixe ça, c'est perdu avec le temps. Ouais. Et donc, c'est devenu l'auric, rikpa, qui n'est plus le raisonnement, qui n'est plus la catégorie, mais qui est la cognition. Ouais. Par exemple, si on étudie la logique, c'est tarik en tibétain. Ouais, tarik, ça peut renvoyer aux catégories de raison. Ouais.
Et rik, ça peut être aussi nyaya en sanskrit, ça peut être le raisonnement. Donc certains vont dire, bah, c'est les raisons et les raisonnements. Bon, en fait, c'est juste. Ok, qui a appris le tibétain ici? S'il n'y a personne, je vais peut-être pas me prendre le chou à faire ces explications. Ok, laissez tomber. Vas-y, c'est bien, ça permet d'apprendre le tibétain, justement. Ok. Ok, très bien. Donc là, c'est juste pour dire qu'en effet, peut-être que par le passé, c'était lorik, rik avec un ra, gigu, ri, ga, sa, rik. Ouais, dans ce cas-là, ça pouvait être les catégories de conscience, les catégories de l'esprit. Et c'est devenu par la suite l'esprit et les cognitions. Ouais, donc on peut dire simplement lorik. Ok, c'est pas grave. Et donc la définition ensuite de la cognition, c'est Shin Rigpa en tibétain. Selwa, c'est, désolé, ok, désolé. Clair et cognitif. Clair et cognitif, ouais, c'est la définition de la conscience ou de la cognition. Ouais, ok, très bien. Parfait, parfait. Donc ça, si vous gardez bien ça à l'esprit, après le reste, ça va couler tout seul presque. Ok, donc on a encore du temps, c'est parfait. Les quatre écoles philosophiques, Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra et Madhyamaka, se servent des mêmes définitions. C'est là où ça va nous perturber peut-être parce qu'ils n'auront peut-être pas la même signification, mais ça va être la même définition. Ouais, ok, très bien. Donc ça, ces quatre écoles, c'est bien d'en prendre connaissance. Donc c'est page 73. C'est bien d'en prendre connaissance maintenant. Et donc là, quand on étudie l'Oric, c'est surtout du point de vue Sautrantika. Ouais, c'est du point de vue Sautrantika avec une sous-école, le Sautrantika qui suit le raisonnement. Ouais, à la suite des traités de cognition valide d'Acharya Dharmakirti en particulier. Ouais. Ok, très bien. Ok. Il y a parfois des références au Vaibhashika. Ouais, tout à l'heure, on a parlé des concomitances ou des similitudes. Là, dans ce cas-là, avec l'Abhidharma Kosha, c'était le point de vue Vaibhashika. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est plutôt Sautrantika. Et dans le texte de Acharya Dharmakirti, le Pramanavartika, il y a aussi des références au Chittamatra. C'est pour ça que dans ce texte, on verra aussi des références au Chittamatra. Ouais, surtout par rapport aux trois types de conditions. Ok. Très bien, très bien. Donc pourtant, certains s'appuyant sur le commentaire du compendium de cognition valide de Dignaga, donc le Pramanavartika d'Acharya Dharmakirti, et l'ornement de la voie médiane de Shantalakshita, le Madhyamaka Alamkara, pose comme définition de la cognition une non-matière qui est claire. Oh là là, là 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 là, hérésie, hérésie. Ok. Donc ça, c'est dans le l'Oric de Drepung Gomang que Vénérable Otok Rinpoche avait eu l'immense bonté de commenter à Shiduk Chukorling au Salève, dans les Alpes, entre 2010 et 2014. Et donc on retrouve en effet cette mention, cette définition de la conscience comme étant une non-matière qui est claire. Ouais. Et donc ici, ça pose question. Ça pose question. Pourquoi est-ce que ça pose question? Qui a une idée? Parce qu'on ne peut pas appréhender un phénomène négatif et un phénomène positif en même temps, non? Alors, on ne peut pas appréhender un phénomène négatif, hein. On n'a pas des négations affirmatives. Ça n'existe pas. Bah, Des négations affirmatives, c'est une négation et une affirmation en même temps, non? Mais parce que l'esprit est un phénomène non associé. L'esprit est un phénomène non associé. Dans quel sens? ah non, l'esprit, c'est la conscience. Oui, mais c'est pas une forme. Oui, mais c'est la conscience. Oui. Et c'est pas une non-forme non plus. Et alors, c'est une non-forme. Oui. Ouais. Parce que, en fait, si ça existe, soit c'est de la forme, soit c'est de la non-forme. Vous êtes d'accord? Ben oui. Ouais. Soit c'est une table, soit c'est une non-table. Ouais. Ok. Les non-tables, veuillez lever la main. C'est nous. Nous sommes des non-tables, ouais. Parce que nous ne sommes pas des tables, ouais. Ok. Donc la conscience, en effet, ce n'est pas de la forme, ouais. Ok. Et donc la conscience, c'est en effet de la clarté cognitive, ouais. Et donc la conscience, c'est pas du tout un composé non associé, ouais. Donc, ok. Donc ça, à qui ça parle, ce type de notion, un composé non associé? Qu'est-ce que c'est un composé non associé?
C'est ni forme ni conscience. Qui C'est ni esprit, ni corps. Ni esprit, ni conscience. Donc, une corne de lapin est un composé non associé. Non, c'est un phénomène. Non, mais c'est un un phénomène. instant. Ni Un forme. phénomène qui n'est ni forme ni conscience. Donc, l'espace incomposé est Un un... impermanent. Un permanent. Ok, un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Très bien, très bien, très bien. Donc, par exemple, le temps ou des abstractions impermanentes. Ouais, la personne aussi, c'est un composé non associé. Ouais, le temps, une durée, un repas, etc., etc. Ouais, des abstractions qui sont impermanentes, mais qui ne sont pas de la forme et qui ne sont pas de la conscience, ouais, qui sont imputées en dépendance d'une forme, imputées en dépendance d'une conscience, mais qui ne sont pas de la forme et qui ne sont pas de la conscience, qui peuvent avoir une forme et qui peuvent avoir une conscience. Une personne a une forme, a un corps et a une conscience, mais n'est pas son corps et n'est pas sa conscience, ouais? Ouais, ça vous parle? Oui. Ouais, bravo, magnifique. Ok, mais chez les Sautrantika, ils vont dire que la personne pourrait, si on la cherche vraiment, on va dire c'est la conscience mentale. Donc la personne pourrait être une conscience de ce point de vue-là, mais ça, ce serait un petit détail en plus. Ok, donc ici, ce qui pose question, c'est que soit on a un phénomène affirmatif ou positif, soit on a une négation. Ouais, et c'est ça ce qu'on avait vu avec les exclusions. Ça veut dire que si je dis cette tasse, est-ce que cette tasse est une négation ou est-ce que c'est un phénomène affirmatif ou positif? Un phénomène affirmatif. C'est un phénomène affirmatif. Pourquoi? Parce qu'on n'exclut pas explicitement quoi que ce soit. Ouais. On n'exclut pas explicitement dans notre conscience. Ouais. Et donc, c'est pas une négation. Si je dis cette tasse qui n'est pas bleue, Là, oui. à ce moment-là, c'est une négation. Ouais. Et là, c'est pareil. Un phénomène, si on dit une non-matière qui est claire, dans ce cas-là, ça veut dire que l'esprit serait un phénomène négatif. Ouais. Mais l'esprit est un phénomène affirmatif. On dit simplement clair et cognitif. Dans ce cas-là, on n'exclut rien explicitement. Ouais. Et donc l'esprit n'est pas une négation. Si on parle de l'espace incomposé, est-ce que c'est une négation? Ah non. Non. Donc l'espace n'est pas défini comme étant une simple absence de contact obstructif. J'en ai marre. Oui, Si on dit... Donc l'espace est une négation. Oui. d'accord. Ok, bravo. Ça veut dire que c'est pas nécessairement au niveau du definiendum, ça veut dire au niveau de la signification. Ouais, pour appréhender l'espace, on doit exclure le contact obstructif. Mhm. Ouais, ok. Si on dit une place de parking libre, Bah, c'est c'est affirmé. Ah, ça se n'est discute. pas occupé, donc c'est une négation. Oui, ça veut dire qu'elle n'est pas occupée. Et libre, ça veut dire dénuée de voiture. Une place de parking libre, ça veut dire qu'elle est dénuée de voiture. Ça veut dire que vous pouvez poser votre voiture là, non? Oui, oui. Ouais. Ok, et donc c'est une négation. Mm. Même si au niveau du definiendum, au niveau du terme lui-même, il n'y a rien de très palpable au niveau de la négation. Mais quand on comprend ce que ça veut dire que c'est un lieu où une voiture est absente. Ouais, Oui, oui. ok, donc c'est une négation. C'est une négation affirmative. L'espace incomposé est une négation non affirmative. Ouais, ok. Le non-soi est une négation non affirmative. Ça, on le reverra ce soir pour ceux qui vont suivre les débats. Ce soir, on va revoir le contexte Sautrantika avec le non-soi existant, permanent et impermanent. On verra un petit peu le contexte de tout ça. Ok, c'est le teaser de l'émission de ce soir. Ok, donc c'est pourquoi ici, dans le Lorik de Kunken Jamyang Shepa, il y a la définition de l'esprit qui est Bemme, une non-matière qui est claire. Bemme, c'est loi. Ouais, et donc, dans ce cas-là, ça pose question parce que la plupart des autres traités de psychologie vont dire non, l'esprit n'est pas une négation. L'esprit est un phénomène affirmatif. Ouais, ok. Donc, c'est juste ça. Donc, ici, en bas de la page 73, donc cette définition n'est pas correcte, dit la Rinpoche, parce qu'une non-matière qui est claire est un phénomène négatif, ouais, pratishedha en sanskrit ou gapa en tibétain, tandis que la cognition est un phénomène positif, vidi ou drupa, ouais, de sorte que lorsque une non-matière qui est claire apparaît à l'esprit, un aspect qui est négatif doit apparaître, ouais, non-matière. Mais quand la cognition apparaît à l'esprit, un aspect positif doit apparaître. Donc, et cela n'est pas acceptable, car une conscience qui sait comment associer le nom cognition et le sens une non-matière qui est claire serait en mesure de réaliser dans le même temps
un phénomène positif et un phénomène négatif, ce qui entraîne que phénomènes positifs et négatifs ne sont pas mutuellement exclusifs, ce qu'ils sont en réalité. Ok, donc ça c'est la raison donnée par Dominique tout à l'heure, que j'ai essayé de bluffer. Mais en effet, même une affirmation négative n'est pas à la fois une négation et une affirmation. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai essayé j'ai Parce que essayé j'arrivais pas, je pouvais dire que c'était pas les deux que je comprenais. Oui. C'est-à-dire qu'une affirmation négative n'est pas une négation. Ouais. Si, une affirmation négative est une négation. Alors, mais c'est pas une affirmation alors. Exactement, tout à fait. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une affirmation là-dedans, mais cette négation elle-même n'est pas une affirmation. Ok, par exemple, ok, une place de parking libre. Oui. Une place de parking libre, est-ce que c'est une négation non affirmative ou une négation affirmative? Affirmative. Oui, Affirmative. non, affirmative, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui est affirmé? Que c'est libre, donc qu'il n'y a Ça rien. n'est pas occupé. C'est affirmé que c'est pas occupé. En fait, ce qui est affirmé, c'est la place de parking, c'est le lieu lui-même. Ouais, on va dire le bitume, le lieu, ce carré, ce rectangle dans un parking, etc. C'est ça qui est affirmé. Ouais. D'accord. Ce qui est réfuté, c'est qu'il y a une voiture dessus. Elle est libre. Elle est libre, donc il n'y a pas de voiture dessus. Ouais. Et donc, ce qui est nié, c'est la voiture dessus. Donc, il y a une affirmation et il y a une négation, sauf que ce qui est affirmé n'est pas affirmé en lieu et place de l'objet de négation. C'est ça, oui. C'est ça. Ouais, ça veut dire que il y a, en effet, c'est sur cet endroit-là, il n'y a pas de voiture. Ouais, on n'est pas en train de dire cet endroit n'est pas une voiture. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ok, très bien. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que une négation affirmative, il y a quand même quelque chose qui est affirmé en lieu et place de l'objet de négation. Ouais. Mais ici, on parle d'une place de parking libre. Ok, c'est peut-être pas un bon exemple. C'est peut-être pas un bon exemple. Ok, donc on va dire, ok, on prend un jus de fruits sans sucre ajouté. Prenez un jus de fruits sans sucre ou un thé sans sucre. Un thé sans sucre. Ok, ce sera plus facile. Un thé sans sucre. Est-ce que c'est une négation ou une affirmation? Bah, ce qui est affirmé, c'est le thé et la négation, c'est sans sucre. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez une affirmation et vous avez une négation. Donc c'est une négation affirmative. Ouais. Ok. Très bien. Et donc en effet, le thé est affirmé et l'absence de sucre, en fait, le sucre, lui, est nié. Ouais. Le sucre est nié là où il y a du thé. Ok. Donc ce thé sans sucre, donc dans la nature du thé, il n'y a pas de sucre. Ouais. Donc ça veut dire qu'on affirme le thé et on nie le sucre. Donc cette négation est affirmative parce que en lieu et place de l'objet de négation, on affirme autre chose. Oui. Ouais. On pourrait dire, souvent dans les textes, ils disent par exemple, le cousin du Bouddha était corpulent. Ouais. Et donc, il ne mangeait pas le jour. Ouais. Le cousin corpulent du Bouddha ne mange pas le jour. Qu'est-ce que ça implique? Qui mange la nuit. Qu'il mange la nuit, exactement. Ouais. Donc on affirme qu'il ne mange pas le jour, mais en fait, on nie qu'il mange le jour, mais on affirme qu'il mange la nuit. On l'affirme implicitement. Ouais, c'est un autre type de négation affirmative. Ouais. Par contre, dans les règles des brahmanes, ils ont tout un tas de règles. Par exemple, comme chez nous, chez les bouddhistes, on a des vœux monastiques, etc. Et donc, il y a marqué ce qu'on doit faire, pas faire, etc. Donc, chez les brahmanes, il y a marqué les brahmanes n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Ouais. Mais il n'y a pas marqué dans les règles ce qu'ils ont le droit de boire. Ouais. S'ils ont le droit de boire du jus de fruits, s'ils ont le droit de boire du lait de coco, etc., etc. C'est pas marqué. Donc, c'est juste une négation non affirmative. Ouais. Donc, ces règles des brahmanes, où il y a marqué les brahmanes n'ont pas le droit de boire de la bière ou pas le droit de boire de l'alcool, c'est une négation non affirmative. On n'affirme rien en lieu et place de l'objet de négation. Ouais, ça va? Alors, quand on dit non-matière, là, est-ce que si c'est non-matière, c'est nécessairement de l'esprit? Alors non, justement, il faut qu'il y ait cette clarté, exactement. Il faut qu'il y ait cette clarté, et encore, même la clarté, elle est débattue. Certains vont dire, bah, c'est non matériel, mais l'espace incomposé, c'est une non-matière qui est claire à ce titre-là. Chose qui a des. Oui. Ouais.
la clarté peut renvoyer à la luminosité de l'esprit. Ouais, la conscience mentale qui a la capacité d'expérimenter les choses, etc. Ça peut renvoyer à ça aussi. Et en général, ça renvoie à ça. Et parfois, quand on dit clair, lumière, clarté, ça renvoie à la vacuité dans le Mahayana. Ouais. Donc, c'est très, très débattu cette question-là. Il n'y a pas de consensus en fonction d'une école à l'autre. Ouais. Mm. Ok, donc si on dit une non-matière qui est claire, claire dans ce cas-là, ça veut dire qu'il appréhende ces objets. Ouais, c'est ce que dit le Lorik de Konkan Jamyang Shepa, où il dit où il y a cette apparence d'un objet, l'objet apparaît et il est perçu. Ouais, donc c'est comme ça que ça va être défini, cette clarté de l'esprit. Ouais. Ok. Mm. Très bien, et donc, ok, donc ça, cette question de la négation affirmative et non affirmative, en effet, quand on a une négation non affirmative, on n'affirme rien en lieu et place de l'objet de négation. Oui. Et une négation affirmative, on affirme soit un phénomène positif, soit une autre négation affirmative en lieu et place de l'objet de négation. Ouais. Ok, donc une place de parking libre, c'est-à-dire qu'on affirme la place et on dit qu'elle est dénuée de voitures. Ouais. On implique qu'elle est dénuée de voitures. Ouais. Un thé sans sucre, on affirme le thé et on réfute sa nature sucrée, etc., etc. Ouais. Ouais, ça va? Oui. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et quand on a une négation non affirmative, on n'affirme rien à la place. En effet, par exemple, si je dis je n'ai pas de tasse, je ne dis rien, je ne dis pas ce que j'ai. Je ne dis pas si j'ai un bouquin avec moi ou une table, etc. Je dis il n'y a pas de tasse. J'ai pas de tasse, tout simplement. Ouais. Je n'implique rien à la place de l'objet de négation. Donc, c'est une négation non affirmative. OK. En tout cas, une négation, comme on l'avait vu la dernière fois avec les exclusions, il faut qu'il y ait une élimination explicite dans notre esprit. Ouais. Et donc, cette élimination explicite n'est pas nécessairement faite au travers du définiendum. Ça doit être dans la signification de l'objet. Quand on dit espace, l'espace, on n'est pas en train dans l'espace, dans le terme espace, rien n'est explicitement réfuté. Mais dans la définition, oui, l'espace qui est la simple absence de contact obstructif, on comprend que c'est une négation non affirmative. Ouais. Et donc, chez les Sautrantika, et même pour les écoles supérieures, une négation non affirmative est nécessairement permanente. Oui, mais- Ouais. Une négation non affirmative est nécessairement permanente. Ouais. Un phénomène qui est une négation non affirmative est nécessairement permanent. OK. Mais, OK. Après, ça peut poser des questions pour, par exemple, non existant. Est-ce que non existant est une négation non affirmative? Négation non Tu peux affirmative. répéter? Est-ce que non existant, Parce que implicitement, il n'y a que deux catégories. est-ce que non existant est une négation affirmative ou une négation non affirmative? Eh ben, dans la mesure où il n'y a que deux catégories, existant et non existant, implicitement, c'est affirmatif. Il n'y a que deux catégories, existant et non existant. OK. Donc, si j'en ai une, forcément, j'ai l'autre. Et quand on dit non existant, on réfute tout simplement existant, non? Voilà, donc c'est une négation qui est affirmative. Donc non existant existe, alors c'est une négation, parce qu'une négation est un phénomène. C'est juste. OK, et une négation non affirmative est permanente. Donc non existant existe puisqu'il est permanent. OK. Donc là, ça pose question pour non existant. Mais après, si vous le mettez de côté, tout le reste qui existe et qui une négation doit exister. Ouais, c'est un phénomène qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation. Ouais, un phénomène. Ouais, donc une négation doit exister et une négation non affirmative est permanente. Donc si c'est permanent, ça doit exister. Ouais. Ok. Mais non existant, c'est vraiment spécifique. C'est C'est spécifique. pour ça. Si je réfute l'existant, je trouve quoi? J'ai le droit de réfuter l'existant, parce que l'existant existe. Exactement, tout à fait. Alors, je trouve quoi? Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve non existant, non? Et oui, mais non existant, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a bien des trucs qui sont non existants, corne de lapin. Corne de lapin est non existante. Oui, mais n'existe pas, puisque par définition. Exactement. Hein, c'est dingue, ça. Donc, non existant n'existe pas, mais quelque chose peut être cela. Corne de, corne de Quelque chose lapin qui est non n'existe existant. pas, par contre. Hein, pardon? Oui, quelque chose qui n'existe pas. Exactement. Quelque chose qui n'existe pas peut être non existant. Donc, non existant n'existe pas, mais quelque chose peut être cela. Bon,
Mais quelque chose, c'est pas un existant déjà? Alors, pas nécessairement. En fait, on dira en tibétain, il est possible que que ce soit, comment dire, euh, euh, oui, on dira quelque chose peut être cela, mais quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire un existant. Ouais. Ouais. Hmm. Ouais. Ça veut dire cela peut être. En fait, cela peut être en tibétain, on dira une formulation un peu différente. Pour le français, c'est compliqué des fois de traduire le tibétain. On dira il peut être instantifié ou il peut être exemplifié d'une certaine manière. On peut dire ça comme ça. Ok. Donc là, laissez tomber. Laissez tomber ce truc-là pour existant. On en reparlera une autre fois. Mais ici, on essaiera parce qu'il nous reste 3 minutes. Ouh là là là, ça passe vite. Ça passe vite. Donc là, vous êtes rendu compte qu'on est entré dans le vif du sujet. Mais on prendra notre temps. On prendra notre temps parce que si on va trop vite, ça va être compliqué. Donc ici, on va garder cette page 74 pour la fois prochaine. Je ne suis pas sûr que vendredi prochain il y ait, parce que je ne suis pas sûr. Il faudra que je vérifie. En tout cas, je vous redirai ça. Je vous enverrai un message pour voir s'il y a vendredi prochain, mais vendredi d'après, il y aura, c'est sûr. OK. Et donc, essayez de bien garder à l'esprit que soit on parle d'un phénomène affirmatif, soit on parle d'un phénomène négatif. L'esprit lui-même, la conscience elle-même, est considérée comme un phénomène affirmatif. Et donc, la définition non-matière qui est claire n'est pas appropriée dans le contexte ici de notre texte. Ouais? Ouais. OK? Ça vous parle? Et donc, ensuite, on verra en effet que on ne peut pas avoir en même temps une négation et cette négation n'est pas en même temps une affirmation. Ça veut dire que oui, on peut en lieu et place de l'objet de négation avoir une affirmation, mais ça ne veut pas dire que ce phénomène négatif soit un phénomène affirmatif. Ouais. C'est soit l'un, soit l'autre. Même une négation affirmative est de toute façon une négation. Ce n'est pas un phénomène positif. Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que je voulais en venir. Ok, très bien. Ok, donc c'est une division exhaustive des existants. Affirmation ou positif et négation. Ouais, donc ça veut dire que si c'est une division exhaustive des existants, on ne peut pas avoir quoi que ce soit qui puisse être à la fois un phénomène qui soit une négation et un phénomène positif. Ouais, donc même une négation affirmative n'est pas à la fois un phénomène positif et une négation. C'est une négation de toute façon. Mhm. Ouais. Donc la Ok. négation gagne toujours. Pardon? La négation gagne toujours, en fait. Enfin, on Alors, gagne. exactement. Oui, oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Merci. Donc, oui, il y a les gens qui s'en vont, ouais. Ok, très bien. Donc, désolé à cause de mes affirmations négation. Bonne journée à ceux qui sont partis et bonne journée à tous les autres. Pour ceux qui viennent ce soir, on se retrouve à 20h30, un petit peu avant pour Merci. régler le son, pour régler les micros. Merci beaucoup. Merci. C'était un Merci. vrai Au revoir. plaisir. À la prochaine. Au Merci. revoir. Excellente journée. Ciao.